La petite cité de Dieulefit dans la Drôme a longtemps eu une belle réputation pour sa production de céramique, de faïence, qui remonte aussi loin que l'on peut rechercher. Les temps de la splendeur sont passés, mais il reste une magnifique histoire humaine suffisamment dense pour que nous lui consacrions 2 documentaires, dont voici le premier. Alors la céramique à Dieulefit remonte à l'époque gallo-romaine, puisque nous avions déjà dès cette époque-là des gallo-romains qui ont utilisé l'argile locale pour créer des pots avec la terre. On constate que tout le long de la vallée du Rhône, il y a des dépôts du Rhône, justement, des alluvions, qui ont fait qu'il y a des dépôts de marne qui ont été propices pour faire des carrières d'argile, et donc on retrouve beaucoup de centres céramiques le long de la vallée du Rhône, et notamment jusque sur Dieulefit, où on avait une argile qui était particulière et particulièrement intéressante, puisque c'est une argile réfractaire, donc il y avait cette capacité à pouvoir faire des pots qui pouvaient aller au feu ou à la flamme, des poteries culinaires. La grande époque, c'est vraiment le 19e siècle, avec plus de 80 ateliers sur Dieulefit et dans les environs. C'était l'époque où on avait besoin de l'argile. C'est vrai que dans cette exposition-là, vous pouvez le voir, l'argile servait à tout. C'est pas comme aujourd'hui où on peut acheter tout ce dont on a besoin dans une grande surface. On pouvait utiliser l'argile pour faire des pots pour cuire, pour conserver, pour manger. Et en fait, si on remonte à l'histoire de la céramique, ce besoin, en fait, l'arrivée de l'argile et l'utilisation de l'argile dans des besoins de cuisson, de conservation ou de service remonte dès la sédentarisation de l'homme. Si aujourd'hui la céramique a disparu, c'est aussi aujourd'hui parce que nos sociétés ont évolué. On utilise beaucoup plus de fer, plus léger, moins fragile, on va dire, et que on ne cuisine plus non plus dans les cheminées ou sur les poêles à bois, et que du coup, effectivement, toute cette céramique culinaire a disparu de nos maisons. Et la céramique de conservation aussi, puisque du coup on voit bien qu'aujourd'hui on utilise des congélateurs, des frigos, qu'on utilise tout ce qui est pasteurisation, alors qu'avant on conservait dans des pots en céramique, on faisait de la lactofermentation aussi par exemple. Voilà, on n'avait pas ces problématiques-là parce qu'on n'avait pas d'électricité, donc déjà c'était plus compliqué. Je dirais qu'en 19e, on est encore sur ces ateliers où on a une structure plutôt d'ateliers familiaux, donc petite structure, une dizaine d'ouvriers, hormis la faïencerie qui elle a commencé à la fin du 19e siècle, la faïencerie Coursange. Mais sinon, ce sont plutôt des petits ateliers que l'on retrouve assez souvent dans la rue du Raymond, qui est la rue qui passe devant la maison de la céramique. Tout simplement parce qu'il y avait possibilité d'agrandir aussi les ateliers, ce qu'on appelle des ateliers en grotte, qu'on pouvait creuser dans la colline de Saffre, avec une boutique devant. Et donc ces structures familiales, avec des tourneurs, des femmes qui décoraient, petite structure familiale avec des tourneurs qui souvent, ce qu'on appelait, étaient payés au compte ou à la pièce. Donc ils pouvaient tourner dans plusieurs ateliers. Ils n'étaient pas forcément liés à un atelier, mais ils pouvaient aller, quand ils étaient bons tourneurs, se faire embaucher par d'autres pour un travail à façon. Et à côté de ça, effectivement, il y avait la faïencerie Coursange, qui elle a débuté à la fin du 19e siècle. Et ce qui a favorisé l'exportation de la céramique de Dieulefit notamment, c'est ce qu'on appelle le petit train du Picodon, parce qu'il y avait une gare à Dieulefit, et du coup les pièces étaient exportées comme ça jusqu'à Montélimar, et après elles rejoignaient le fameux PLN, Paris-Lyon-Marseille, et donc du coup elles pouvaient irriguer tout le sud de la France. On en trouve même jusque dans le sud-ouest, certaines pièces de Dieulefit. Je
pense que tous arrivent à vendre assez loin, mais là en fait on parle de Coursange qui s'est installé à la fin du 19e siècle. En même temps, nos petits ateliers, eux, ils vont péricléter au début du 20e siècle, alors que la faïencerie, elle sera bien à ce moment-là. Donc en fait, ils ne sont pas tout à fait dans la même temporalité qu'au moment où nos petits céramistes vont commencer à avoir des difficultés parce que la poterie culinaire ne va plus très bien se vendre et qui vont devoir aussi vivre les 2 guerres mondiales. Ces petites entreprises familiales ont tendance à disparaître par rapport à ça, et surtout parce qu'à un moment donné, elles n'arrivent pas à prendre le tournant de transférer cette poterie utilitaire, culinaire, en poterie un peu plus artistique. Par contre, la faïencerie, elle, qui va débuter à la fin du 19e siècle, va pouvoir être dans une tendance plus contemporaine, puisqu'elle va faire appel à des céramistes qui vont venir créer des modèles, une sorte de designers de l'époque. Après, on parlera dans les années 60 ou 70 de gens plus connus comme Jacques Pouchin, par exemple, qui sont venus créer des modèles pour la faïencerie, et il y en a eu d'autres. Et donc c'est pas du tout, pour moi c'est pas la même temporalité, c'est pas la même production, c'est pas les mêmes usages. Là on est sur des grandes séries. Je pense que la faïencerie elle arrivait à s'adapter sur des marchés qui étaient même beaucoup plus lointains, même américains je pense, et surtout à beaucoup de modèles, et pouvoir aussi travailler avec les revendeurs qui alimentaient les grandes surfaces, ce qui n'était pas le cas de nos petits artisans locaux. C'est donc à Poët-Laval, à quelques kilomètres de Dieulefit, que s'est trouvée la fabrique qui faisait la fierté du plus grand nombre, la faïencerie Coursange. Elle était un des plus gros employeurs de la région et était reconnue pour ses créations. Elle fait, en cet été 2022, l'objet d'une exposition imaginée par une descendante de ses patrons. Oui, alors ça, c'est les pots de la période de Coursange. En fait, ces modèles-là, parce qu'on a choisi de faire plus... comme il y a eu tellement de production, pour pas trop s'éparpiller, de faire le pot à eau qu'il y a eu. Et ils ont fait 600 modèles rien que du pot à eau. Et celui-ci, là, il est superbe. Et celui-ci fait partie de la période de Monsieur Coursange. Jules. Est-ce qu'il y avait ici, si je puis dire, une tradition de forme spécifique, autrement dit, pour, en quelque sorte... Il y avait pas de forme, mais de couleur. Dieulefit, c'était le jaune et le vert. Alors l'usine a été rachetée par Monsieur Coursange parce qu'avant, c'était déjà une petite poterie, mais on ne sait pas très bien, en fait, on n'a pas de documents là-dessus. Mais lui, il l'a racheté en 1885 et il l'a modernisé. Et il a déjà fait quelque chose de très très important à cette époque-là. En fait, ça s'est arrêté à la guerre parce qu'il n'y avait plus de descendance pour reprendre cette usine Coursange. La famille était négociant en céramique de Dieulefit. Et il y a un des fils donc, qui a eu envie, lui, de produire. Il s'appelait Jules. Quelle était leur spécialité? Alors, c'était la majolique, qui est de la faïence très liquide, où il faisait beaucoup comme des fleurs sur les pots. C'était en relief, en fait. Une centaine d'ouvriers, et ça paraît considérable. Il y en avait un peu plus, hein, même, 149. Et en fait, à Coursange, ils avaient placé ce bâtiment-là, parce qu'à l'arrière, il y avait des carrières d'ocre. Ils s'en servaient pour faire les émaux. Et il y avait de l'eau à côté d'une rivière, ce qu'il fallait pour faire tourner pour ce genre d'exploitation, en fait. Quand la famille Coursange a lancé un appel d'offres pour avoir de nouveaux associés, je ne sais pas dans quel journal c'est paru, mais mon grand-père qui habitait en Lorraine à Saint-Clément et qui avait déjà une faïencerie là-bas, a répondu à l'appel d'offres avec un monsieur qui était dans les boîtes de conserve de légumes et qui voulait investir.
dans l'industrie. Et donc, comme c'est un ami à lui, ils sont venus tous les deux sur Pointe-Laval. Ils sont même venus en vélo parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de transport, parce que c'était pendant la guerre. Et ils ont fait le voyage en vélo pour visiter cette usine. Ils ont eu un coup de cœur pour la région, pour l'usine. Ils ont travaillé dessus et ils l'ont racheté. Et mon grand-père était ingénieur céramique, il avait fait l'école de Sèvres. Et lui, il était vraiment, c'est lui qui a bâti tous les nouveaux fours. Il y avait des immenses fours tunnels. Et ils ont passé de 3000 m² à 1 hectare de bâti. Ils ont vraiment rénové l'usine pour faire, peut-être à l'époque de M. Jules Coursange, c'était plus artisanal, on va dire. Et là, ils ont vraiment fait une industrie. Il y avait énormément de modèles, ils sortaient 100 modèles par an. L'usine, son heure de gloire était dans les années 50, jusque dans les années, on va dire, 80. Alors. Et ils ont construit les fours un peu plus loin. Et donc, du coup, ces fours étaient en extérieur. Ils ont fait des verrières immenses. Et aussi parce que l'électricité est arrivée dans la région, en fait. Avant, il n'y avait pas trop d'électricité à cette puissance-là, en fait. Je tenais à faire une exposition, mais plus sur le côté ouvrier. En fait, plus sur le côté des métiers qui sont des métiers durs, qui sont des métiers où on ne vit pas très vieux à la retraite, il faut le dire, parce qu'il y a les maladies de la silicose et tout ça. Et hier encore, je parlais avec une dame à l'épicerie là, qui me disait que son père était mort 3 mois après la retraite, en fait, de maladie. Parce que comme il trempait tout le temps ses mains dans les émaux, en fait, il avait une maladie de peau. Coursange, ça s'appelait Coursange ici, faïencerie artistique en fait, parce que dans les années 50, ils ont fait appel, monsieur Jacques Pouchin a débarqué à Dieulefit, il avait fait les Beaux-Arts à Paris, et il a dit où est-ce que je vais travailler. Il a vu une embauche à l'usine comme chef d'atelier décorateur. Et les gens étaient fiers de travailler avec M. Pouchin et de faire et après aussi de reprendre les anciens modèles Coursange, tout ça. Ils étaient fiers de ça, en fait. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle tout ça va... Il faut arrêter à un moment donné? Est arrivé le monstre Ikea. Et est arrivée la production de Chine avec des prix vraiment cassés. On se demande d'ailleurs comment, quand on voit le prix de la matière, le transport, comment ils arrivent à sortir des prix comme ça. Et ça a cassé complètement toutes les industries, et pas que Coursange, surtout Dieulefit en fait. Dieulefit a périclité complètement à partir des années 2000-2005. En fait, ça a commencé en 95, où il y a eu cette mondialisation de la céramique. Mais déjà en 50, ils parlaient de la concurrence des Italiens, des Polonais. Mais là, pour eux, ça a été le coup de massue final, en fait. On est un centre de formation depuis 1997. Cette formation est née d'une volonté de céramistes de la région, de l'association d'Argy, dans un même temps où les écoles des beaux-arts commençaient à ne plus former à la céramique. Et donc ils ont souhaité créer une formation qui leur corresponde, pour aussi, parce qu'ils constataient que les céramistes, ça devenait vieillissant, et ils se disaient mais qui va prendre la relève derrière? D'où la création de cette formation qui existe maintenant
depuis plus d'une vingtaine d'années. Plus de 70% de nos élèves sont installés en tant que céramistes et surtout beaucoup ont contribué aussi, ils se sont installés sur le territoire puisqu'ils sont venus se former ici, ils ont aimé la région et du coup ils y sont restés. Donc on en retrouve à l'usine au Poids-de-Laval, on en retrouve au quai à Pont-de-Barré, et on en retrouve certains qui ont ouvert des boutiques dans les rues d'Ulfi. Depuis qu'elle existe, cette formation a été financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, elle nous a soutenus, cette région, dans nos évolutions de la formation, le rallongement, l'accueil de plus de stagiaires, le développement d'autres modules. Et aujourd'hui, elle nous a annoncé qu'effectivement, elle souhaitait réduire d'ici 3 ans de plus de 50% l'aide qu'elle nous apporte sur notre formation, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, certaines régions ont des besoins en céramisme, comme Saint-Quentin-la-Poterie aussi, qui a un lieu de tradition et qui n'a pas de centre de formation, et qui compte aussi sur nous pour leur amener des céramistes, puisqu'ils ont quand même pas mal de céramistes installés déjà d'un certain âge. Donc on a à peu près 3 centres en France à proposer une formation continue de ce niveau-là pour former des jeunes céramistes au métier. Et effectivement, si elle venait à disparaître, ou en tout cas à se réduire, la profession risque d'à nouveau d'être en difficulté dans son avenir proche.